est-ce que l'avion retrouvé il y a quelques jours dans le Pacifique est celui d'Amelia Earhart, disparue il y a 87 ans? C'est de l'actu et en même temps c'est un fait marquant de l'histoire de l'aviation. C'est passionnant et je vous raconte cette incroyable histoire. « 17 mars 1937, 16h37, heure normale du Pacifique, 23h37, UTC. Nous sommes à l'aéroport municipal d'Oakland, vers San Francisco. Le Lockheed Electra 10E spécial s'engage sur la piste. À son bord se trouve le navigateur Frederick Noonan, l'opérateur radio et navigateur Harry Manning, le conseiller en vol Albert Paul Mans et la pilote de l'avion Amelia Mary Earhart, surnommée Lady Lindy. L'avion décolle pour un premier vol d'un tour du monde de 35 000 km. Et celui-ci va se terminer brusquement par la disparition de l'avion en plein milieu de l'océan Pacifique. Depuis 87 ans, personne n'a jamais su ce qui est arrivé à l'avion, jusqu'au 26 janvier 2024. Regardez bien cette image sonar, c'est peut-être l'avion retrouvé à 5000 mètres de profondeur. Et il y a de fortes chances que ce soit lui. Retour sur le mystère de la disparition du Lockheed Electra et de ses occupants, Frederick Noonan et Lady Lindy. Quand on parle de la disparition du Lockheed Electra, on l'associe de suite à Amelia Earhart. Cette femme a marqué son époque en devenant une pionnière de l'aviation. Amelia est née dans une famille aisée à Hutchinson, dans le Kansas, le 24 juillet 1897. Elle passe une partie de sa jeunesse dans la propriété de son grand-père paternel, Alfred Otis, un ancien juge fédéral au caractère bien trempé. Et elle va hériter du caractère de son grand-père. Avec sa sœur plus jeune de 2 ans, elles vont faire les 400 coups et explorer pendant de longues heures les environs de la propriété. Amelia, surnommée Miley, acquiert vite la réputation d'être une meneuse, une véritable tête brûlée. En grandissant, la jeune femme fait vite comprendre qu'elle ne sera pas ce qu'on attend d'elle. Trouver un mari, être une tendre et docile épouse, élever ses enfants dans les traditions, très peu pour elle. La Première Guerre mondiale commence et Amelia s'engage en 1916 comme aide-soignante auprès des soldats blessés. Puis après la guerre, c'est en 1920 qu'une rencontre va tout changer. Son père l'emmène dans un aéroport de Long Beach et lui offre un baptême de l'air avec un pilote, un vol de 10 minutes seulement. Mais ce vol va être le décollage de sa passion dévorante. J'étais obligé de le placer, ça. Elle enchaîne les petits boulots pour financer des leçons de pilotage et s'acheter l'année suivante un biplan jaune qu'elle surnomme The Canary. Très original. Avec le biplan, elle s'envole seule et devient la première femme à atteindre l'altitude de 4300 mètres. Amelia se voue corps et âme à sa passion. Et en mai 1923, elle décroche sa licence de pilote. L'aviateur Charles Lindbergh entre dans l'histoire de l'aviation en réalisant en 1927 un formidable exploit, la première traversée Paris-New York sans escale et en solitaire. George Putnam, un éditeur américain qui deviendra d'ailleurs le mari d'Amelia en 1932, lance alors l'idée d'une traversée similaire, mais avec comme pilote une femme. Durant une année, 5 femmes tentent l'aventure, mais toutes échouent. Et sur les 5 femmes, 3 disparaissent tout simplement dans l'océan Atlantique. Amelia est alors contactée pour la tentative. Le 17 juin 1928, à Trépassé en Terre-Neuve, à bord d'un trimoteur Fokker Friendship, piloté par Wilmer Stultz, assisté par le copilote et mécanicien Louis Gordon, Amelia s'envole et traverse l'Atlantique en 20 heures et 40 minutes. L'arrivée à Buryport, au Pays de Galles, est un triomphe. Et même si Amelia déclare après le vol qu'elle se sentit plus comme un sac de pommes de terre qu'une pilote d'avion, sa célébrité est acquise. Elle est reçue à la Maison-Blanche par le président Coolidge et devient une aviatrice renommée. C'est à cette époque que les médias la surnomment Lady Lindy, en référence à sa ressemblance physique avec Charles Lindbergh. À partir de 1930, elle établit plusieurs records mondiaux d'altitude, de vitesse et de traversée. 4 ans après sa première traversée de l'Atlantique, le 20 mai 1932, Amelia décolle seule à bord d'un Lockheed Vega. Et après 14 heures et 56 minutes de vol, elle devient la première femme à réaliser la traversée de l'océan Atlantique.
Durant 3 ans, elle continue de voler. Elle réalise en 1935 un très bel exploit qui n'a encore jamais été réalisé. Elle survole l'océan Pacifique, décollant d'Hawaï et atterrissant en Californie. C'est l'exploit qui lui manquait pour mettre en forme son idée d'un tour du monde en avion. Mais il existe encore un énorme rempart à franchir, une escale de tous les risques, la traversée complète du Pacifique. C'est, à l'époque, techniquement impossible, sauf si l'avion fait une escale. Et cette escale se trouve ici, sur l'île Howland, dans le centre-ouest du plus grand océan de la planète. Amelia cherche donc un appareil qui pourrait atteindre cette île. Le choix va se porter sur l'appareil d'un fabricant qu'elle connaît déjà, un L-10A Electra du fabricant Lockheed Aircraft Corporation qu'Amelia achète pour $80 000 et qu'elle surnomme « mon laboratoire volant ». L'appareil est fabriqué à partir de 1934 et connaît son premier vol le 22 février de la même année. C'est un petit bimoteur conçu pour transporter 10 passagers et 2 membres d'équipage. L'appareil, d'une envergure de presque 17 mètres pour une longueur de 12 mètres, est entièrement métallique, propulsé par 2 moteurs Pratt & Whitney de 450 chevaux. Sa vitesse de croisière est de 306 km/h. Mais il y a un petit problème avec cet avion. En fait, quand je dis petit, il est absolument énorme. Le rayon d'action de l'avion, son autonomie si vous préférez, est sur le papier de 885 km. Et pour traverser le Pacifique, on est un tout petit peu juste. Si on part par exemple de Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu'on veut se rendre par avion en Californie, il faut survoler à la louche 11 000 km d'océan Pacifique. On est loin des 885 km d'autonomie. Mais Amelia a l'idée de remplacer les 10 sièges passagers par des réservoirs de carburant supplémentaires. Entièrement remplis, ces réservoirs peuvent emporter 4357 litres d'essence pour permettre de réaliser l'étape la plus longue du plan de vol, la traversée depuis l'aéroport de La Haye en Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'à la minuscule île Howland où une piste d'aéroport a été aménagée spécialement pour l'avion. Le décollage est imminent. L'avion décolle le 2 juillet 1937. À l'intérieur, il y a seulement Amelia qui pilote et le navigateur Frederick Noonan qui l'assiste. Le plan de vol est simple, relier l'île Howland pour se ravitailler en carburant et redécoller en direction d'Hawaï, puis la Californie pour boucler le tour du monde. En mer, le navire Itasca, muni d'équipements radio, communique avec l'avion en vol pour l'aider à se positionner dans la dernière partie du vol. Mais les échanges sont confus. Il semblerait que le navire n'ait jamais vu ni entendu l'avion à proximité de l'île. Et les derniers messages sont alarmants. Le duo explique qu'il reste du carburant pour 30 minutes de vol et que l'île n'est toujours pas en vue. Y a-t-il eu une erreur de direction due à la méthode employée pour se repérer dans l'océan Pacifique? Une petite erreur de mesure a pu avoir de graves conséquences dans l'immensité de l'océan. L'avion aurait dévié de sa trajectoire et se serait perdu au-dessus du Pacifique. Silence radio, effrayante inquiétude. Les recherches sont immédiatement lancées, sans succès. Durant une dizaine de jours, plusieurs bateaux couvrent des zones immenses pour tenter de trouver une trace, ou mieux, un survivant flottant dans l'eau salée. Mais rien, pas une trace de l'avion et de ses occupants. Que s'est-il passé ? Eh bien, à vrai dire, le mystère reste entier depuis 87 ans. Ce n'est pas faute d'avoir émis des théories. Certains journalistes ont suggéré que l'avion a pu être abattu. Les Japonais ont fait le coup pour capturer Amelia comme otage et avoir un moyen de pression sur le gouvernement américain. D'autres pensent qu'Amelia a posé l'avion sur un récif de corail sur l'île de Niku-Maroro. Mais l'île a été survolée à maintes reprises par les équipes de recherche et aucun signe de vie n'y a été détecté. Les recherches officielles ont duré 15 jours. Jusqu'à mi-juillet 1937. Puis le mari d'Amelia, George Putnam, a financé des recherches jusqu'en octobre 1937, toujours sans trouver aucune trace. L'aviatrice et son compagnon d'infortune ont finalement été déclarés décédés en janvier 1939. Puis en 1940, rebondissement. Une expédition se rend sur l'île et trouve des ossements humains ainsi que quelques objets dont un sextant. Parmi les ossements, il y a 13 os
et un crâne. Après ces découvertes, une autre expédition se rend à nouveau sur l'île la même année et retrouve un couteau de poche, des morceaux de chaussures, dont une chaussure appartiendrait à une femme. Il y a aussi des traces laissant suggérer qu'un campement a existé sur l'île. Mais toutes ces traces ne permettent pas de confirmer que ces objets pourraient appartenir à l'aviatrice ou à son copilote. On se concentre alors sur les ossements. Un médecin suggère que les os sont ceux d'un homme d'environ 1,66 m. Analyse terminée. Les ossements sont égarés et ce n'est qu'en 1998 qu'on ressort les vieilles photos et que 2 anthropologues concluent que les os sont probablement ceux d'une femme. En 2017, rebelote, l'analyse de l'anthropologue Richard Jans est formelle. En rapprochant les photos des os avec les photos d'Amelia, donc en comparant la morphologie de l'aviatrice avec la taille et la forme des os retrouvés, c'est sûr, c'est elle à 99%. C'est en tout cas ce que dit le logiciel utilisé pour comparer les os avec les photos sur le rapport de Jans qu'on peut trouver en ligne. Mais beaucoup émettent cependant des doutes car Amelia avait une morphologie particulière et son squelette ressemblait plus au squelette d'un homme, avec des hanches étroites notamment, qu'à un squelette de femme. Les doutes sont renforcés en 2018 quand on identifie de manière formelle le sextant qui faisait partie du matériel à bord de l'USS Bushnell, un sous-marin de l'US Navy qui s'était arrêté sur l'île pour faire des relevés cartographiques et que l'équipe de géomètres avait laissé par inadvertance sur l'île. Pour conclure, rien ne permet d'affirmer que les 2 aviateurs ont atterri sur le minuscule atoll et qu'ils y auraient survécu, au point d'établir un campement, d'autant plus que les survols de la zone, durant les recherches, quelques jours après la disparition, n'ont pas observé une quelconque trace de vie sur l'île. Et le 26 janvier 2024, nouveau rebondissement. L'espoir de retrouver un jour l'avion est peut-être proche. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais certainement en reparler. La société Deep Sea Vision, menée par un ancien membre de l'US Air Force, Tony Romero, a annoncé avoir trouvé ce qui ressemble à la carcasse de l'Electra Lockheed à 5000 mètres de profondeur. L'image sonore a de quoi troubler. L'objet, dont la taille et la forme sont identiques à celles de l'avion disparu, pourrait en effet être celui d'Amelia, mais sans être affirmatif. Pourtant, il y a de quoi être confiant, car à part le Lockheed, il n'y a pas d'autres crashs d'avions déclarés dans cette zone. Et la trouvaille a 2 arguments de poids. Le premier est la découverte sur la piste de décollage de La Haye d'une longueur de fil de l'antenne se trouvant sur le ventre du fuselage de l'avion d'Amelia. Cette antenne servait à communiquer avec le bateau et c'est ce qui pourrait expliquer les échanges confus entre l'avion et le bateau. Amelia ne pouvait certainement pas entendre ce que le bateau lui communiquait. La pilote et son navigateur ont donc dû se fier uniquement sur leurs propres calculs de trajectoire. Et c'est ce qui nous amène au 2e argument, l'erreur de navigation. La théorie repose sur une erreur qui aurait été faite par le navigateur Noonan. Après 17 heures de vol épuisant, Noonan n'aurait pas pris en compte la ligne de changement de date dans ses calculs. Au lieu de se baser sur la date du 3 juillet, il se serait basé sur la date du 2 juillet, créant une trajectoire décalée de l'avion d'environ 100 km à l'ouest de celle prévue. Et tenez-vous bien, l'endroit où l'épave vient d'être retrouvée correspond exactement à cette erreur de pilotage. Tony Romero et son équipe ont trouvé une épave intacte, ce qui laisse penser qu'Amelia a sans doute fait tout son possible pour faire atterrir l'avion tout en douceur sur l'eau, qui a ensuite coulé d'un bloc. Amelia avait décidé pour alléger l'avion de ne pas prendre de canot de sauvetage. Il y a des décisions qui sont parfois difficiles à comprendre. Est-ce que cela aurait pu changer le destin de ces 2 aventuriers? De toute façon, qui sommes-nous aujourd'hui pour juger cette décision? Dans tous les cas, je vais suivre bien évidemment l'actualité de Deep Sea Vision, qui normalement a prévu une expédition courant 2024 pour envoyer un drone sous-marin, aller voir ce qui se passe au fond et aller filmer ou faire des photos de l'épave pour voir si ça match avec l'avion d'Amelia. Si ça vous intéresse, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est sûr, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, en fonction de l'actualité. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous salue bien bas. À très vite sur YouTube.